Salut chers élèves, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle capsule qui s'intéresse à l'un des plus importants chapitres du programme. Il s'agit des oscillations électriques forcées ou entretenues, en régime sinusoïdal. Et vu la densité de ce chapitre, donc je vais diviser le contenu en 4 parties, où je vais traiter dans la première partie l'étude expérimentale et l'étude théorique. La deuxième partie est consacrée à la résonance d'intensité, et dans une troisième partie, on s'intéresse à la résonance de charge. Et la dernière partie pour l'étude énergétique et la conclusion. Alors, on commence tout d'abord par le nom du chapitre. Donc, pourquoi les oscillations sont forcées? Car tout simplement, elles sont imposées par une fréquence excitatrice délivrée par un GBF qui fournit une tension sinusoïdale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre? On va tout simplement varier la fréquence de la tension excitatrice et on va voir quel est l'impact de cette variation sur la nature du circuit. Alors, pour étudier expérimentalement ce type d'oscillation, il suffit de monter en série un GBF qui va délivrer une tension sinusoïdale de fréquence N réglable avec un dipôle RLC. Alors, pour avoir une idée sur la réponse de chaque dipôle, on va utiliser bien évidemment un oscilloscope numérique. Bien, pour observer la tension au borne du résistor, donc il suffit de brancher l'oscilloscope entre les deux dipôles. Dans ce cas, l'oscilloscope va afficher les courbes suivantes. Donc la courbe verte correspond à la tension excitatrice et la courbe bleue correspond à la tension au borne du résistor. Par conséquent, la réponse du résistor est une tension sinusoïdale qui oscille avec la fréquence du GBF. Et de même pour la bobine, elle répond aussi avec une tension sinusoïdale. Et si on branche la masse de l'oscilloscope entre le GBF et le condensateur, ce dernier répond avec une tension sinusoïdale. Donc, on peut conclure que la réponse d'un circuit RLC série à une tension sinusoïdale est un courant alternatif sinusoïdal et oscillant à la fréquence N de la tension excitatrice. Bien, et pour clarifier encore qu'est-ce qui se passe dans le circuit lorsqu'on varie la fréquence du GBF, on va utiliser la simulation suivante. Voilà donc le circuit. On va observer à chaque fois la tension aux bornes de chaque dipôle et on la compare avec la tension excitatrice délivrée par le GBF. On va commencer par le dipôle résistor. Comme vous voyez, pour une fréquence de l'ordre de 507 Hz, la tension aux bornes du dipôle résistor qui est sur la voie Y2, elle est en avance de phase par rapport à la tension excitatrice délivrée par le GBF. Si on augmente la fréquence, l'amplitude du UR se rapproche de l'amplitude de la tension donnée par le GBF. Et pour une fréquence un peu particulière, de l'ordre dans ce cas de 973 Hz, la tension au borne du dipôle résistor devient en phase avec la tension U de T. Et si on augmente encore la fréquence, l'amplitude de la tension UR de T va diminuer. Et dans ce cas, la tension UR de T devient en retard de phase par rapport à la tension excitatrice. On s'intéresse maintenant à l'impact des différentes grandeurs R, L et C sur la tension UR de T. Si on augmente R ou L ou C, donc l'amplitude de la tension UR de T augmente et réciproquement. Maintenant, on va observer la tension aux bornes du condensateur relié à la voie Y2. Alors, en variant la fréquence, la tension aux bornes du condensateur est toujours en retard de phase par rapport à la tension excitatrice. Et en augmentant aussi la fréquence, on remarque que l'amplitude de la tension UC de T diminue en fonction de cette variation. Alors, quels sont les effets des paramètres R, L et C sur l'amplitude de la tension UC de T? En augmentant la résistance, on remarque que l'amplitude UC max diminue. Si on augmente l'inductance, donc l'amplitude UC max augmente. Et si on augmente la capacité, l'amplitude UC max diminue. On dit que l'amplitude UC max est proportionnelle à l'inductance L, mais elle est inversement proportionnelle à R et C. Le dernier cas, on va observer la tension aux bornes de la bobine. Quand vous remarquez que pour n'importe quelle fréquence, la tension aux bornes de la bobine est toujours en avance de phase par rapport
à la tension excitatrice. Et au niveau de l'effet des paramètres R, L et C sur l'amplitude de la tension UL de T, si on diminue par exemple la résistance, donc l'amplitude de la tension UL de T augmente. Mais si on diminue l'inductance et on diminue la capacité, donc l'amplitude de la tension aux bornes de la bobine diminue. Voilà donc qu'est-ce qui se passe dans le circuit si on agit sur la fréquence et sur les différents paramètres du circuit. On passe maintenant à l'étude théorique pour déterminer l'équation différentielle du système. Donc, on va schématiser tout d'abord le circuit, on va représenter le sens du courant et les flèches des tensions. Donc, on applique la loi d'Emaille qui s'écrit sous cette forme UBM plus UDB plus UAD. Donc UBM, c'est la tension aux bornes du résistor R0. UDB, c'est la tension aux bornes de la bobine. UAD, c'est la tension aux bornes du condensateur. Moins UAM, c'est la tension délivrée par le GBF. Donc le résultat doit être égal à 0. D'où UAM est égal UBM plus UDB plus UAD. Ce qui va donner UAM égale R0 fois I plus petit r fois I plus L DI sur DT plus Q sur C. Or, Q est égal la primitive de I dt, donc UAM est égal à R, donc c'est la résistance totale qui est égale à R0 plus petit r, fois I plus L DI sur DT plus 1 sur C, la primitive de I dt, où R est égal à R0 plus petit r. Et oméga est égal à 2πn, c'est la pulsation excitatrice. Une telle équation différentielle à seconde membre non nulle admet comme solution particulière celle du régime permanent. Donc faites attention, c'est une solution particulière du régime permanent. Donc une solution qui s'écrit sous cette forme Imax sinus oméga t plus phi. Et la détermination de l'expression de Imax et le déphasage entre l'intensité du courant et la tension excitatrice nécessite un calcul un peu sophistiqué, un peu compliqué. Donc, nous avons recours à une méthode géométrique où on va utiliser un vecteur caractérisé par une amplitude et une phase appelée le vecteur de Fresnel. Mais avant d'entamer cette méthode géométrique, on doit avoir une idée sur ce vecteur. Et pour ce faire, on va utiliser cette simulation. Donc, le vecteur de Fresnel, c'est tout simplement un vecteur tournant avec la pulsation oméga, qui reproduit fidèlement les caractéristiques de la tension sinusoïdale. Regardez cette cohérence entre le vecteur de Fresnel et la fonction sinusoïdale. Donc, si je mets par exemple le point P au maximum de la tension, dans ce cas, le vecteur de Fresnel fait une phase de π sur 2 avec l'axe des phases. Et si je mets le point P au minimum de la fonction, dans ce cas, le vecteur de Fresnel va s'inverser et la phase devient moins π sur 2. Alors revenons à notre cas et on va associer à chaque terme de l'équation différentielle un vecteur de Fresnel. Donc on va commencer par le premier terme à droite qui est égal à R fois I. Donc R fois I est égal à RI max sinus oméga t plus Phi. Donc on va associer à ce terme un vecteur de Fresnel noté F1 et caractérisé par RI max comme amplitude et Phi comme une phase. Le deuxième terme est égal à LDI sur dt qui est égal à L oméga I max sinus oméga t plus Phi plus π sur 2. Donc on a ajouté π sur 2 à la phase car on a changé le cosinus en sinus. Donc on va associer à ce terme un deuxième vecteur dont l'amplitude est égale à L oméga I max et la phase est égale Phi plus π sur 2. Donc le troisième terme qui est égal à 1 sur C, la primitive de I dt, est égal I max sur C oméga, sinus oméga t plus Phi moins π sur 2. Donc on a ajouté moins π sur 2 ici pour convertir le moins cosinus en sinus. Donc le troisième vecteur de Fresnel a une amplitude
Imax sur C oméga et une phase phi moins pi sur 2. Et le dernier terme, c'est la tension excitatrice qui est égale à Umax sinus oméga t plus phi. Donc on va associer à ce terme un vecteur somme noté f dont l'amplitude est égale à Umax et la phase est égale à phi. Et maintenant, selon la variation de la fréquence, on peut avoir trois configurations possibles. Donc si n est inférieur à n0, donc L oméga Imax est inférieur à Imax sur C oméga. Et au niveau des oscillogrammes, on a I de t, donc c'est la courbe bleue qui est proportionnelle à UR de t, elle est en avance de phase par rapport à U de t. Et dans ce cas, on représente R Imax confondu avec l'axe phi, puis L oméga Imax comme un vecteur perpendiculaire à l'axe phi. Ensuite, le vecteur Imax sur C oméga est représenté dans le sens inverse et doit être plus long que L oméga Imax puisque on a Imax sur C oméga est supérieur à L oméga Imax. Et au final, on représente le vecteur somme en reliant le point de départ au point d'arrivée. Et quand vous voyez que le déphasage phi moins phi est négatif car phi est supérieur à phi. Le deuxième cas, on a n est égal à n0. Donc la fréquence excitatrice est égale à la fréquence propre du système RLC. Ce qui va donner L oméga Imax est égal à Imax sur C oméga. Et graphiquement, l'intensité est en phase avec la tension excitatrice. Et au niveau de la construction de Fresnel, on aura une égalité entre le vecteur L oméga Imax et le vecteur Imax sur C oméga, et une égalité entre les deux vecteurs Umax et R fois Imax. Et le déphasage dans ce cas est nul puisque phi est égal phi. Et le troisième cas, on a la fréquence excitatrice devient supérieure à la fréquence propre du système RLC, ce qui va donner L oméga Imax supérieur à Imax sur C oméga, et dans ce cas, I de t devient en retard de phase par rapport à la tension excitatrice, ce qui réduit la longueur du vecteur Imax sur C oméga. Par conséquent, le déphasage devient positif, autrement dit, phi de I devient inférieur à phi de U. Donc selon cette comparaison, on peut avoir trois natures du circuit. Donc si n est inférieur à n0, donc le circuit est capacitif. Et si n est égal à n0, donc le circuit est résistif. Et si n est supérieur à n0, dans ce cas le circuit est inductif. On se propose maintenant de déterminer à partir de la construction de Fresnel l'expression de l'amplitude Imax et l'expression de déphasage entre le courant et la tension excitatrice. Pour ce faire, on va appliquer le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse AC au carré est égal BC au carré plus AB au carré. Dans notre cas, AC est égal Umax, BC est égal R fois Imax, et je vous rappelle que R c'est la résistance totale du circuit, et AB est égal, cette partie qui est égale L oméga Imax moins Imax sur C oméga, ce qui va donner Umax au carré qui est égal à R au carré Imax carré plus Imax carré facteur de L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Alors, on va mettre Imax en facteur, donc Imax est égal à Umax divisé par la racine de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Voilà donc l'expression de Imax. Et remarquez bien que cette racine a la dimension d'une résistance. Et puisqu'elle est augmentée de L oméga moins 1 sur C oméga, de plus on travaille avec un courant alternatif, donc cette grandeur s'appelle une impédance. Et pour le déphasage, on va appliquer une relation trigonométrique, donc on peut choisir le tangente de cet angle, donc on aura L oméga moins 1 sur C oméga Imax divisé par R fois Imax, donc Imax sera simplifié, ce qui va donner L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R0 plus petit r. Voilà donc l'expression de tangente
delta phi. On peut définir aussi le cosinus delta phi comme le rapport de R fois Imax divisé par Umax. Donc, le cosinus de delta phi, c'est la côté adjacente divisée par l'hypoténuse. Ce qui va donner R0 plus petit r fois Imax. Et Umax va donner Imax fois l'impédance Z du circuit. On va simplifier par Imax, ce qui va donner cosinus delta phi est égal R0 plus petit r, donc c'est la résistance totale, divisé par l'impédance. Et ce rapport s'appelle le facteur de puissance. Une remarque importante, on peut définir aussi l'impédance du condensateur, de la bobine et de l'ensemble condensateur plus bobine. On commence par le condensateur. Sa tension maximale s'écrit comme le rapport de Imax divisé par C oméga. Et comme vous voyez que 1 sur C oméga a la dimension d'une résistance et par conséquent une impédance. D'où on obtient l'impédance du condensateur et sa courbe en fonction de oméga. Et pour la bobine, on doit faire une petite construction de Fresnel relative à la tension aux bornes de la bobine qui s'écrit comme LD sur dt plus petit r fois I. Donc, ce terme petit r fois I va donner R fois Imax et le premier terme qui est égal à LD sur dt va donner L oméga Imax. Donc, on peut avoir UL max comme un vecteur somme. Maintenant, en appliquant le théorème de Pythagore, on peut avoir UL max qui est égal à Imax sur la racine de petit r au carré plus L oméga au carré qui est égal à Imax sur ZL avec ZL, c'est l'impédance relative à la bobine. Et voilà sa courbe caractéristique. Et pour l'impédance de l'ensemble condensateur plus bobine, il suffit d'ajouter la contribution de la capacité, ce qui va donner donc une impédance qui s'écrit sous cette forme, c'est la racine de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et dans la représentation graphique, en fonction d'oméga est donnée par la figure suivante. Et pour avoir l'impédance totale du circuit, il suffit d'ajouter la résistance R0. Alors on récapitule, on peut représenter tous les impédances en un seul graphe. Voici l'impédance du condensateur, l'impédance de la bobine, l'impédance de l'ensemble bobine plus condensateur et l'impédance totale du circuit. On peut éliminer pour le moment l'impédance de l'ensemble LC et on se concentre sur l'impédance totale. Alors, comment interpréter ce comportement de l'impédance totale du circuit? Pour les faibles fréquences, l'impédance du condensateur est très élevée et celle de la bobine est relativement faible. C'est pour cette raison que l'impédance totale du circuit est pratiquement confondue avec celle du condensateur. Mais pour les hautes fréquences, l'impédance de la bobine augmente et celle du condensateur, elle tend vers 0. Par conséquent, l'impédance du circuit va suivre l'impédance de la bobine. Et puisque dans le premier cas, l'impédance du circuit est guidée par celle du condensateur, pour cette raison que le circuit dans ce cas est capacitif. Et dans le deuxième cas, l'impédance du circuit est guidée par celle de la bobine, pour cette raison que le circuit est inductif. Une question qui se pose: pourquoi l'impédance du circuit présente un minimum en ce point? Et qu'est-ce qui se passe en ce point? Donc cette question est l'objet de la deuxième partie. Voilà chers élèves pour cette partie, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche et à la prochaine.